Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Ludivine, nous nous retrouvons pour la série de nos entretiens consacrés aux différents scrutins américains en novembre prochain. L'élection présidentielle, évidemment, tout le monde a en tête, mais il y a aussi d'autres élections, notamment au Congrès, la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, et on va particulièrement s'intéresser au Sénat, mais également les élections locales, les gouverneurs, les chambres dans chaque État. Il y a aussi des référendums, mais ça tu en parleras peut-être en fin de propos. On va quand même d'abord se concentrer sur le Congrès et notamment le Sénat. Ludivine. Oui, bonjour Alexandre. On pense souvent, quand on suit le cycle électoral aux États-Unis, en particulier depuis ici, à l'élection présidentielle qui a lieu tous les 4 ans. Lors des élections de mi-mandat, les fameuses midterms, on a l'occasion de se concentrer davantage sur la question du Sénat et de la Chambre des représentants, mais lors des élections des années présidentielles, on a tendance à oublier que il se passe aussi des choses non seulement au Congrès, mais aussi, comme tu l'as dit, au niveau local. Et ça a un poids extrêmement fort sur la situation politique et sociale dans le pays. C'est pour ça qu'il me semble assez intéressant de se pencher là-dessus. Tu mentionnais le Sénat en particulier. Il ne faut pas oublier que le Sénat a un rôle extrêmement important dans la vie politique américaine. On le voit après le revirement de la Cour suprême sur la question de l'avortement, sur des questions comme les armes à feu également, sur la discrimination positive. Les nouveaux juges à la Cour suprême qui ont permis ces revirements ont été confirmés par le Sénat. Ils ont été nommés par le président Trump, mais ils ont été confirmés par le Sénat. Et au-delà de ces juges à la Cour suprême, le Sénat confirme également toute une série de hauts fonctionnaires et tous les juges fédéraux. Donc le Sénat a vraiment un rôle crucial au-delà du vote de nombreuses lois, qui est évidemment crucial également. Et donc, lors de l'élection de 2024, c'est un tiers du Sénat qui sera renouvelé, plus une élection spéciale. Donc, le Sénat disposant de 2 sénateurs pour chacun des États, cela représente pour 2024 33 sièges plus une élection spéciale, donc 34 sièges qui vont être remis en jeu. Et sur ces 34 sièges, la situation va se révéler difficile pour les démocrates parce que aujourd'hui, les démocrates disposent d'une majorité. Ils ont 48 élus démocrates au Sénat, plus 3 indépendants qui siègent avec eux, ce qui donne 51 votes relativement sûrs pour les démocrates, plus ou moins selon les situations, contre 49 républicains. En 2024, en novembre 2024, ce sont 23 sénateurs démocrates ou indépendants qui remettent leur siège en jeu contre 11 républicains. Et là où c'est compliqué pour les démocrates qui n'ont qu'une voix d'avance pour conserver leur majorité, c'est que parmi les sièges qui sont remis en jeu, il y en a un en Virginie occidentale qui est actuellement détenu par le plus conservateur des sénateurs démocrates, Joe Manchin, qui a annoncé qu'il ne se représentait pas, et donc ce siège va très vraisemblablement basculer dans le camp républicain. Et en plus de ce siège-là, il y a une élection qui est très incertaine en Arizona, puisque c'est la sénatrice Sinema, qui était démocrate, à la droite du Parti démocrate, qui est devenue indépendante, et donc l'élection en Arizona mettra en compétition la sénatrice sortante avec un candidat démocrate et une candidate de premier plan républicaine, Kari Lake. Et en plus de ça, on a également des élections qui s'annoncent potentiellement serrées pour un sénateur démocrate dans le New Jersey qui a actuellement des déboires judiciaires, un siège démocrate dans la Pennsylvanie
qui est un État violet plutôt côté démocrate, mais où les choses peuvent être serrées, et dans l'Ohio, qui est un État républicain, et dans lequel un sénateur démocrate remet son siège en jeu. Très bien. Et l'Ohio qui fait partie des États, des fameux swing states. Alors l'Ohio faisait partie des swing states. Depuis les 2 derniers cycles électoraux, il est quand même plutôt devenu républicain. D'accord. Alors et du côté de la Chambre des représentants? Du côté de la Chambre des représentants, aujourd'hui, la majorité est républicaine, de quelques sièges seulement, 219 contre 213, à la faveur d'élections de mi-mandat qui auraient dû, selon les tendances historiques, favoriser le Parti républicain. Il a obtenu la majorité, mais une majorité beaucoup plus mince que ce qui était attendu. Et donc là, contrairement au Sénat où c'est 1/3 qui est renouvelé parce que les mandats des sénateurs durent 6 ans, la Chambre des représentants, il faut se souvenir que les mandats des députés américains durent seulement 2 ans. Donc tous les 2 ans, toute la Chambre est renouvelée. Et là, on a de gros enjeux pour les républicains et les démocrates. Les républicains espérant consolider une majorité qu'ils ont, et les démocrates espérant regagner une majorité. Et alors là, on a vu au niveau fédéral et le niveau en dessous, au niveau fédéré, enjeu autour des gouverneurs, mais aussi des chambres de chaque État. Oui, les États-Unis sont un État fédéral, donc l'État fédéral dispose de toute une série de pouvoirs dans certains domaines, mais il se passe énormément de choses au niveau des États fédérés. Et comme on a pu le voir, par exemple, à la suite du renversement de l'arrêt Roe v. Wade sur la question de l'avortement, le fait qu'il n'y ait plus de protection fédérale de l'avortement renvoie la responsabilité dans les États. C'est sur ce genre de sujet que les États fédérés ont énormément de pouvoir. Le gouverneur au premier plan, évidemment, puisque c'est le détenteur du pouvoir exécutif dans ces États, mais également les chambres. En 2024, sur les 50 postes de gouverneurs qui existent dans les 50 États, le ratio avant élection est de 29 gouverneurs républicains pour 27 gouverneurs républicains pour 23 gouverneurs démocrates. Et sur ces 50 postes de gouverneurs, il y en a 11 qui sont remis en jeu le 5 novembre. Sur les 11 remis en jeu, 8 sont républicains et 3 sont démocrates. On pourrait se dire que c'est une occasion pour les démocrates de regagner certains postes de gouverneurs, mais il faut regarder que les postes de gouverneurs qui sont remis en jeu et qui sont dans les États républicains sont remis en jeu dans des États extrêmement républicains comme le Dakota du Nord, la Virginie occidentale, le Montana. Donc, il sera difficile pour les démocrates de récupérer des sièges à ce niveau-là. Au niveau des chambres, dans les 50 États, on a un total de Sénat plus Chambre des représentants des États fédérés de 99. Et sur ces 99, 85 seront renouvelés totalement ou en partie le 5 novembre. Ça représente 78% des sièges dans l'ensemble du pays, donc 5800 quasiment sur quasiment 7400 sièges qui existent, plus des élections spéciales. Et le ratio avant élection est d'environ 55% de majorité détenue par les républicains contre 44% de majorité détenue par les démocrates. Et là encore, gros enjeu pour disposer du pouvoir au sein des États. Pourquoi ? Parce que ce sont notamment dans beaucoup d'États ces chambres qui sont responsables, après le recensement décennal, de dessiner les contours des circonscriptions électorales, avec un enjeu primordial sur ces élections-là, mais aussi sur les élections au Sénat et surtout à la Chambre des représentants, puisque le Sénat, l'élection se joue au niveau de l'ensemble de l'État. Merci Ludivine. Il était donc
plus que nécessaire d'élargir l'analyse au-delà de la seule élection présidentielle, ou même au niveau local. Les conséquences sont fédérales, peuvent être fédérales. Peut-être un dernier mot sur dans le cadre de ces élections locales, sur les référendums prévus. Oui, on a mentionné les élections présidentielles, les élections fédérales et les élections locales. Lors de l'élection, en France, on prend un bulletin, on le met dans l'urne. Aux États-Unis, on a un bulletin sur lequel tous les noms de tous les candidats à toutes les élections qui se déroulent ce jour-là figurent. Et parmi ces élections-là, donc on va avoir le nom des candidats à l'élection présidentielle tout en haut du bulletin. Et ensuite, on va trouver les élections fédérales, puis les élections locales les plus importantes, et puis des élections extrêmement locales. On va pouvoir voter pour des initiatives locales dans la ville dans laquelle on vit, par exemple, et on va aussi pouvoir voter pour des référendums, pour ou contre telle ou telle proposition. Ça va être un sujet particulièrement intéressant en 2024 parce que, à la suite de la décision de la Cour suprême concernant l'avortement, un certain nombre d'États, depuis cette décision, ont mis au vote des référendums lors des élections de mi-mandat et lors de certaines élections spéciales concernant la protection du droit à l'avortement ou la limitation de ce droit-là. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important pour le droit à l'avortement lui-même, mais c'est aussi important notamment pour les démocrates parce que le fait de mettre au vote une question sur le droit à l'avortement pour protéger l'accès au droit à l'avortement est un mobilisateur du vote. Et donc ça pourrait conduire des électeurs démocrates qui seraient moins motivés, par exemple, par une candidature de Joe Biden en 2024, à se rendre tout de même au bureau de vote et de fait à voter ensuite pour les candidats démocrates. Donc ces fameux référendums auront un poids en tant que tel, mais aussi une conséquence potentielle sur le résultat de l'élection en novembre 2024. Oui, ça peut être, comme l'avortement, un thème mobilisateur en faveur du scrutin présidentiel fédéral. Et juste avant de finir, peut-être tu as mentionné à 2-3 reprises les élections spéciales. De quoi s'agit-il ? Les élections spéciales, ce sont des élections qui s'inscrivent hors du cycle électoral. C'est par exemple le cas dans lequel un sénateur dont le mandat n'aurait pas dû être remis en jeu lors de ce scrutin-là, mais pour une raison ou pour une autre, parce que démission, parce que décès, le siège est remis en jeu à ce moment-là. Donc ce sont des élections qui ont lieu lors d'un scrutin en particulier, alors qu'elles auraient dû avoir lieu ultérieurement. Merci beaucoup Ludivine et à la prochaine fois. Merci. Merci Alexandre.